Et si on parlait de vous ? Sur RVB, si on parlait de vous, nous recevons Sylvain Lebaille. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'un livre qui vient juste de sortir, c'est tout chaud. Ça s'appelle Délit de faciès. Alors d'abord, pourquoi ce livre, Délit de faciès ? Alors, comme vous le savez, je suis un ancien policier, oui. En retraite aujourd'hui, et j'étais un petit peu lassé, le mot est faible, d'entendre sans arrêt sur les réseaux sociaux et ailleurs que la police était raciste. Donc j'avais envie d'écrire ce livre pour remettre un petit peu les choses en place, parce que y a pas, pour moi, il n'y a pas plus de racistes dans la police qu'il y en a dans le reste de la population. De même que les discriminations ne sont pas l'apanage des policiers, mais il y a des discriminations dans le domaine du travail, dans le domaine de l'emploi, donc je veux dire dans le domaine du logement. Il y a de la discrimination homme-femme aussi dans le domaine du travail, des salaires, etc. Donc voilà, ça me heurtait un petit peu d'entendre cet amalgame au niveau du racisme des policiers. C'est la première raison. Est-ce que Sylvain Lebaille ne va pas être, en écrivant ce livre, l'avocat des policiers ? Alors, un petit peu l'avocat, oui. Je suis à la fois l'avocat des policiers, puis l'avocat, on va dire, je ne suis pas avocat, évidemment, mais, oui, c'est un terme, oui, bien sûr, j'ai compris. Mais et l'avocat aussi de ces jeunes qui ont le sentiment d'être sans arrêt contrôlés aussi. C'est pas d'ailleurs qu'un sentiment. C'est un petit peu l'objet de ce livre, mais c'est aussi l'objet de ce livre, c'est d'expliquer le cheminement du contrôle d'identité depuis l'ordonnance de 45, voilà. Donc, et la deuxième raison, c'est parce que 6 associations et ONG ont mis en demeure l'État de mettre fin au contrôle discriminatoire en juillet 2021, ce qui, je trouvais, est légitime. Mais par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec les propositions qui me semblent inadaptées, notamment la remise de récépissé, pour laquelle je suis pas franchement favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, mais on va développer tous ces... Est-ce que quand il y a des lois qui arrivent comme ça, on écoute, on entend un petit peu ce que dit la police, ou peut-être les syndicats, ou peut-être les chefs de la police qui ont quand même un avis sur ce parcours ? Alors, bien sûr, ça serait plutôt aux policiers actuellement en service qui sont en activité de répondre à cette question. Moi, j'y réponds au travers de ce livre, à travers les témoignages qui sont faits par les syndicats de policiers. Voilà, donc ce délit de faciès, c'est un mot un peu fort, évidemment, heurte un peu parce que, bien sûr, les policiers n'ont pas l'impression d'effectuer un contrôle discriminatoire, un délit de faciès. Ça n'est que le résultat des différentes politiques menées depuis 40 ans, notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine, qui évidemment visent une population. Il faut savoir que là, c'est tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de sociologie pour savoir que la majorité des immigrants viennent des pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Une bonne partie aussi... Alors ça, c'est un constat. Voilà, ça c'est un constat. Le constat, voilà. il est c'est posé. Un constat. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent d'Espagne, du Portugal, d'Italie, selon les chiffres, mais ces populations sont des populations qui sont des résidents de l'Europe, de l'Union européenne, donc qui n'ont pas besoin d'avoir un titre de séjour, puisque la seule carte d'identité suffit, bien sûr, dans le cadre de la liberté de circulation des biens et des personnes. Donc, par contre, sont visées ces populations, comme je le disais, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Donc, forcément, ce que j'appelle un délit de faciès ou un contrôle discriminatoire, puisqu'il y a un faciès qui correspond à ces gens qui peuvent être potentiellement en situation irrégulière. Voilà. C'est-à-dire si on est noir, un peu grand, costaud et barbu, on a plus de chances de se faire contrôler qu'un petit blanc ou rouquin. C'est c'est exactement ça. Une étude a été menée par René Lévy et Fabien Jobard, qui sont 2 sociologues directeurs de recherche au CNRS, voilà, en 2009, et qui a démontré effectivement par des chiffres, en faisant des contrôles pendant plus d'1 an sur différents points de la capitale, qu'on avait 11 fois plus de risques d'être contrôlé si on était un jeune homme noir et 15 fois plus de risques d'être contrôlé si on était un jeune beurre. Voilà. Alors Sylvain Lebaille, vous habitez Bergerac bien évidemment. C'est un constat sur la province, le Bergeracois, ou simplement la région parisienne et Paris, parce que c'est pas la même chose quand on est à Lyon, à Paris, on est un peu dans, si on va à Bron ou des choses comme ça, des quartiers comme ça, on est un peu dans des quartiers un peu difficiles et compliqués. Si on est du côté de Saint-Nexan et de Faux, c'est pas la même chose. Évidemment. Je dirais le rapport est pas le même si c'est un constat national. Évidemment, j'en suis même certain, puisque moi, dans ma carrière, j'ai circulé dans pratiquement toutes les zones sensibles, que ce soit à Vaux-en-Velin ou à Toulouse au Mirail ou
les quartiers nord à Marseille ou toute la région parisienne, Dreux, etc. Et puis la Seine-Saint-Denis. Donc le constat n'est pas le même qu'à Bergerac, évidemment. Il y a ce contrôle discriminatoire de par la nature de la mission qui est demandée aux policiers, puisqu'on leur demande de faire du chiffre par rapport à la lutte. Ça, c'est depuis Sarkozy, hein, le chiffre. Exactement, on va y revenir, hein, on peut y revenir. Bien sûr, donc il y a évidemment moins de contrôle de par la proximité de la police, forcément, puisqu'ils connaissent les gens, plus que dans des quartiers comme Bobigny, où, par exemple, on envoie des compagnies républicaines de sécurité, comme je l'ai fait moi-même, contrôler des cités dans lesquelles on ne connaît personne. Donc forcément, les patrouilles contrôlent le matin les jeunes qui sont sur les marches des escaliers, la patrouille l'après-midi contrôle les mêmes, et le lendemain, etc. Ces jeunes sont un peu exacerbés d'être contrôlés tout au long de la journée. Eh bien sûr, parce que ça crée chez eux forcément un sentiment d'injustice aussi. Pourquoi on les contrôle à eux et pas à l'autre à côté. Voilà, exactement, de sous-citoyenneté, je veux dire. Voilà, ils sont considérés comme des sous-citoyens, des citoyens de seconde zone, et tous ces jeunes qui sont maintenant français depuis 4 ou 5 générations et qui ont envie d'être français, ben, ils ne comprennent plus trop le pourquoi de ces contrôles systématiques. Parce que c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que, alors on va dire, il y a un petit peu de voyous, il y en a toujours, des dealers, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans des restaurants, dans des caves, qui ramassent les poubelles à Paris, enfin, ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire qu'il y a de tout. Cette population, c'est un mille-potes, hein. Absolument. Il y a des jeunes qui n'ont absolument rien à se reprocher. Et puis, bien sûr, il y a des voyous. Comme vous le dites, hein, il y a des voyous. Donc, c'est évidemment, on ne pourra jamais empêcher la répression. On ne pourra jamais empêcher le contrôle d'identité. Ça fait partie du travail quotidien du policier. Mais on peut le limiter en essayant de trouver des solutions à ce contrôle discriminatoire. Alors, Sylvain Lebaille est notre invité. Délit de faciès, c'est le nouveau livre. Il sera présent à la Colline aux Livres le jeudi 12 mai à 18h30. Rencontre débat avec l'auteur, puis dédicace du livre, bien évidemment. On va faire une pause musicale. On va écouter justement une chanson qui a été choisie par notre invité Sylvain Lebaille, Georges Moustaki, le Métèque. Délit de faciès, c'est le nouveau livre de Sylvain Lebaille qui vient juste de sortir. Il sera en dédicace jeudi 12 mai à la Colline aux Livres à Bergerac et c'est à 18h30. Il y aura d'ailleurs une rencontre débat avec l'auteur et on pourra poser des questions et elles seront nombreuses, j'en suis persuadé. Nous, c'est notre invité ici sur RVB. Alors, Sylvain Lebaille, tout à l'heure, on a effleuré ce thème qui est compliqué quand même. C'est la politique du chiffre que Sarkozy a mis en place et en même temps, il a enlevé la police de proximité qui semblait être une bonne chose. Alors justement en 2002, Nicolas Sarkozy, quand il arrive au ministère de l'Intérieur, effectivement, il supprime la police de proximité qui avait été initiée 3 ans auparavant par Jean-Pierre Chevènement. Le prétexte, c'était il joue au football avec les jeunes. Hein. Voilà, enfin, c'est ça. C'était le prétexte, la grande phrase. C'était la grande phrase, mais c'était... Quand on lit le livre, comme je l'ai lu d'ailleurs, de Jean-Pierre Avrin, il a tué la police de proximité en parlant de Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Avrin était le DDSP chargé de la mise en place de ces polices. Quelques années après, Nicolas Sarkozy lui confie que c'est pour des raisons uniquement politiques qu'il a supprimé les... Il voulait marquer son empreinte. Il s'est servi, on le sait très bien, du ministère de l'Intérieur comme rampe de lancement pour être président de la République. Ça a bien fonctionné. C'était évidemment la répression, la police, la sécurité, on va dire, à l'époque, et c'est toujours, on dirait malheureusement, l'essentiel du débat politique. Le prétexte, c'était le Karcher, on nettoyait les cités. Oui, voilà, c'est ça. Qui n'a pas été fait du tout, d'ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'à la place des polices de proximité, qui étaient justement le moyen de rapprocher la population de sa police, notamment des jeunes, de se parler, de se connaître aussi, hein. Il y avait ça. Oui, absolument, et d'avoir partage et d'avoir davantage de résultats d'un côté comme de l'autre. Et avoir des infos. Voilà. Donc il y avait aussi ce côté purement policier, mais il y avait ce côté aussi, on va dire, de rapprochement de la police avec la population. Dans le quartier du Mirail, les voitures brûlaient plus, les commerces commençaient à s'installer, etc. Ça commençait à bien marcher. Alors bien sûr, comme toute opération, comme toute initiative, c'est pas parfait. Il y avait des choses à avoir, mais elle n'avait que 3 ans d'existence. Donc l'histoire des policiers qui sont pas des assistantes sociales, qui sont pas des joueurs de foot. C'était un faux prétexte. C'était un faux prétexte, parce que notamment parce que les policiers qui jouaient au foot ou au rugby le faisaient en dehors de leurs heures. Oui. Ils s'étaient tellement bien impliqués dans leur mission qu'en dehors de leurs heures, ils allaient jouer avec les jeunes ou les entraîner. Bref. Alors la politique du chiffre quand même, Sylvain Lebaille, c'est important d'en parler. Hein. Oui, bien sûr. Alors d'un côté, Nicolas Sarkozy a supprimé les polices de proximité. Il a instauré la politique du chiffre parce que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Cette politique du chiffre, elle était basée essentiellement justement sur les contrôles d'identité parce que là, on relève ce qu'on peut dire des petites affaires, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle
les ILS, infractions sur la législation sur les stupéfiants, ou les ESI, étrangers en situation irrégulière. Donc on fait de la bâtonnite. En plus, il a rajouté des primes au mérite. Donc faites-en le plus possible et puis vous aurez des primes. Voilà. Même des primes en liquide. On voit ce que ça a donné aujourd'hui. Claude Guéant a été condamné à quelques 5 000 euros par mois. Voilà, donc cette politique, pour moi, elle a été, je suis désolé de le dire, mais elle a été désastreuse. Ouais. Voilà. Donc elle a été désastreuse, d'autant qu'aujourd'hui, on se rend compte. Alors il y a eu aussi le fait que lorsqu'il a été élu président de la République, il a supprimé 13 000 emplois dans les forces de police et de gendarmerie, et notamment un nombre important de postes de cadres, donc de commissaires de police et d'officiers. Donc une police dans laquelle on diminue les cadres, c'est une police qui fonctionne moins aussi, il faut bien le dire, parce que c'est un métier qui a besoin d'être très encadré. Voilà cette la politique. La complexité voilà. de donc tout cette ça. politique de chiffres, aujourd'hui on nous dit que M. Castaner a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de politique du chiffre. On l'a remplacé par des statistiques opérationnelles. Il faut qu'on m'explique la différence. C'est un petit peu pas. Alors, voilà. Sylvain Lebaille, tout ça, c'est le constat. C'est dans le livre d'Élie de Faciès. Mais maintenant, c'est les solutions que l'on veut entendre et écouter sur RVB. Qu'est-ce qu'on prépare? Quel est l'avenir? Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut faire concrètement quelque chose à Bergerac, par exemple? Juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste préciser que ce contrôle discriminatoire, en fait, ce contrôle d'identité, dans le cadre de la lutte contre l'immigration, il ne donne aucun résultat. Parce que la Cour des comptes a épinglé le ministère de l'Intérieur en 2020 sur des chiffres 2019. 150 000 procédures d'obligation de quitter le territoire français ont été prononcées, et sur les 150 000, il y en a 75% qui n'ont pas été suivis des faits. Ouais. C'est-à-dire on demande aux policiers d'intensifier les contrôles et puis il n'y a pas de suite. Bon, il n'y a pas de suite parce que la justice notamment n'a pas les moyens. Là aussi, c'est pas une question que la justice fait pas son travail, mais ils n'ont pas les moyens ils reviennent par un autre pays où ils vont en voilà, Angleterre, non, même pas, ils quittent pas le territoire. Ouais. Ils quittent pas le territoire. Je vais vous citer une anecdote en 30 secondes. J'avais un ancien collègue policier, il y a seulement 2 jours au téléphone. Il me disait, j'ai été écœuré sur Barbès, j'ai fait 5 interpellations de personnes qui avaient une obligation de quitter le territoire français. Sur les 5, l'OPJ n'en a pris aucune. Aucune, parce que la question c'était, est-ce qu'ils ont commis une infraction? Non, ils n'ont pas commis une infraction. Donc ils peuvent rester là. Ils peuvent continuer à jouer aux cartes. Voilà, parce que ça sert à rien, parce que les magistrats ont des piles de dossiers et ça sert à rien d'encombrer de nouveau. Donc il y a déjà au premier maillon de la chaîne. C'est le film Les Ripoux, hein. Un peu. Ah non, c'est pas. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est un peu. Il faut pas faire du. Non, mais c'est pas. Non, mais ça n'a rien à voir avec des ripoux, parce que les OPJ ne sont pas des ripoux. Non, mais les OPJ, ils savent très bien que s'ils transmettent des dossiers aux magistrats, ça va pas tenir parce que ça sera pas légal dans le cadre du contrôle, déjà. Et puis ensuite, ils savent très bien que la justice n'a pas les moyens de faire son travail. Donc il faut que les politiques trouvent un autre moyen de lutter contre l'immigration clandestine s'ils veulent le faire, mais arrêter de le faire sur la seule base des contrôles administratifs. D'ailleurs, Brigitte Julien, qui est la directrice de l'IGPN, s'interroge aussi, et je le marque dans mon livre, s'interroge aussi sur la nécessité de ces millions de contrôles. Quoi. Voilà, il faut à un moment donné se poser la question. Oui, parce que si on n'en fait rien, ça ne sert à rien de contrôler, d'embêter les gens. Voilà, alors, maintenant, le constat sur Bergerac. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors bon, sur Bergerac, pour l'instant, on n'a pas fait de constat, puisqu'on doit justement mettre en place, je dirais, une commission de travail avec la LICRA, avec SOS Racisme. Donc l'ICRA, c'est du concret. Hein. Voilà. Donc, on a rencontré le maire de Bergerac, Jonathan Priolo, il y a quelques jours. Donc, on va mettre en place, avec les centres sociaux, les animateurs, les éducateurs et la population, un genre de commission de travail avec la LICRA, avec SOS Racisme et avec la Ligue des droits de l'homme, pour essayer déjà de faire le constat. Mais ça, le constat, on le connaît déjà, mais essayer éventuellement de trouver des solutions. Mais nous, les solutions, on veut qu'elles viennent de la base. On veut que ce soit les gens des quartiers et qui vivent dans les quartiers qui nous disent exactement ce qu'ils attendent de la police, et notamment de la police de proximité, parce que je ne cache pas que je pense que la police de proximité est une des solutions. Tout simplement parce que quand le policier, il connaît son monde, il sait, pardonnez-moi l'expression, mais extraire le grain de livret. Oui, et puis le fils du policier va à l'école avec lui. Enfin, c'est le partage de tout ça. Il les connaît, donc il n'a pas besoin de les contrôler systématiquement. Il faut arrêter, notamment dans Bergerac qui n'est pas concerné, mais dans les grandes cités, les missions de sécurisation, par exemple, des compagnies républicaines de sécurité, qui pour moi ne doivent intervenir que quand il y a un gros problème, mais pas pour effectuer des contrôles d'identité, parce que ça ne fait que qu'amplifier, et ça excite tout le monde. Voilà, les tensions, ça creuse le fossé entre les jeunes et la police, et puis ça alimente le terreau des prophètes de la radicalisation, parce qu'à partir du moment où on creuse ce fossé entre l'État
et la police est la représentation qu'est l'État. La religion est là pour dire attention, attention. Voilà, vous voyez, l'État vous aime pas parce qu'il vous contrôle sans cesse. Vous êtes français. Il y a des jeunes qui sont en fac, qui sont. Ils écoutent. La majorité des jeunes qui sont la majorité des jeunes qui vivent dans ces quartiers sont des gens bien, et on tape toujours sur eux. Donc c'est des Français. Il faut arrêter de stigmatiser. Voilà. Donc je pense qu'il y a des solutions. Oui. Donc à Bergerac, il y aura des séances de travail avec des partenaires différents, et peut-être dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que il faut parler de mois quand même. Alors, on fait pas ça en 2 jours. Alors on commence à Bergerac, en fait, une idée qu'on a soumise. Claude Bloch était avec nous à la rencontre du maire. Claude Bloch est le vice-président de la LICRA nationale. Donc on a l'intention d'initier ce travail au niveau national. On commence à Bergerac parce que je suis bergeracois, et parce que la LICRA, parce que Jean-Jacques Péné est là, parce que Linda est ici, voilà. Et c'est ensuite de faire ce travail à une plus grande échelle. Donc évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, Bergerac, c'est pas Bobigny, c'est pas Dreux, c'est pas Mantes-la-Jolie, mais déjà ça donne une idée, notamment de la façon dont on va travailler, dont on va aborder les choses. Voilà. Donc c'est à titre expérimental à Bergerac, mais c'est très bien que ça peut se déplacer ensuite sur Agen, sur Bordeaux, sur Toulouse, sur Montauban. Il y a aussi des villes. Absolument, c'est ce qu'on compte faire, et même, je dirais, au niveau national, à Lyon, à Paris, etc., et dans la région parisienne. Après, ça sera plutôt du domaine national. C'est une initiative locale, on va dire, en espérant qu'effectivement, déjà, on peut dire que si Claude Bloch est descendu ici à Bergerac, il y a un regard particulier. Voilà. Merci beaucoup Sylvain Lebaille d'être venu au micro de RBB. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques semaines ou mois, peut-être, au mois de septembre ou octobre, nous parler un petit peu de ce qui commence à se faire, des solutions, des clés parce que l'idée, c'est toujours d'avoir la clé. Le constat, en gros, on l'a déjà un petit peu, mais c'est de voir comment ça peut avancer. Et puis aussi le regard peut-être de la police à ce moment-là. Quelle est l'évaluation qu'ils vont faire ou pouvoir faire de façon à faire avancer les choses, parce que je suis sûr aussi que de l'autre côté, le côté policier, ils ont envie de passer à autre chose, quoi. Bien sûr, la police est absolument pas exclue du débat, bien au contraire. Voilà. Et bien, ce sera avec plaisir qu'on reviendra. Jeudi 12 mai à 18h30, c'est à la librairie La Colline aux Livres à Bergerac. Rencontre, débat avec l'auteur, il était présent, c'est Sylvain Lebaille. Délit de faciès, c'est le titre du livre, mais c'est aussi constat objectif d'un policier, et c'est paru chez La Loze. Merci Sylvain. Merci.